Alors bonjour Madame Elias, j'ai la chance de recevoir donc Marguerite Elias Koudous. Très heureuse de vous rencontrer. Alors Madame Elias, vous êtes une Longueuilloise depuis 1970 et vous avez une histoire extraordinaire, en fait qui sort de l'ordinaire et qui est extrêmement touchante à raconter à propos de la Deuxième Guerre mondiale que vous avez connue intimement. Survécu. Exactement. Mais qu'est-ce qui s'est passé durant la Deuxième Guerre mondiale pour vous qui étiez toute petite? Bon, ce qui s'est passé, je ne sais pas si je peux commencer par dire que mon père était russe. Mon père est né en Russie. Il a quitté la Russie à 11 ans, à la Libération, parce qu'il y avait des pogroms en Russie. Et donc, ils se sont réfugiés en Lituanie. C'était pas très loin. Mon arrière-grand-père s'est sauvé en Israël, où il est mort en 1924, parce que c'était un grand kabbaliste. Donc, nous, on était en France. Mon père est venu en France en 1924, parce que c'était le pays des droits de l'homme, et mon papa voulait être avocat. Donc, il est arrivé en France en 1925. Il paraît, enfin, c'était décembre 24-25. Et puis, il s'est mis à étudier le droit. Et puis ça allait très bien, mais il a dormi sous les ponts de Paris, parce qu'il n'avait plus d'argent, ses parents ne pouvaient plus lui envoyer d'argent. Il avait 18 ans, 19 ans. Et donc, il a dormi sous les ponts. Et un jour, il a rencontré un Russe sous les ponts de Paris. Et le Russe lui a dit, tu sais, avec ton droit, tu n'iras pas loin, tu vas te crever de faim. Donc, il lui a dit, tu sais, moi, je suis devenu pelletier, je vends des pots de fourrure. Et puis, il dit, juste à côté, là, du pont, il y a une école. Tu peux apprendre et au bout de 6 mois, tu seras maître artisan fourreur, donc tu pourras gagner ta vie. C'est ce qu'il a fait. Et après, il a fait venir maman, qu'il avait connue, qui était sa fiancée, qui était Rachel, lituanienne. Lituanienne. D'accord. C'est pas loin de la Russie. Il a fait venir maman. Maman était comptable en Lituanie. Elle avait 19 ans, 20 ans. Et donc, ils se sont mariés en 1931. Et en 1932, il a fait venir son petit frère, qui lui, parce que il était beaucoup plus grand, beaucoup plus costaud que papa, qui n'était qu'un maigrichon intellectuel, donc il est devenu français grâce au service militaire presque tout de suite, alors que mon papa, en 1932, il a demandé la nationalité française, mais il n'était pas assez fort pour qu'on la lui donne pendant 15 ans. Donc là, moi, quand je suis née, d'abord ma sœur est née en 1935, et là, en 1933, ils ont fini par prendre un magasin dans un bâtiment qui s'appelait le couvent de Sainte-Marguerite, pur hasard. Et donc, on habitait au-dessus d'un bistrot. Parce que vous êtes née en 1936, c'est ça? Et donc, là, on était des enfants choyés, gâtés. Alors, cette photo, vous voyez, j'avais à peine 4 ans. Je n'ai que 2 photos de mon papa, malheureusement. Alors, sur cette photo, vous voyez, nous avons les manteaux de fourrure, puisqu'ils avaient un magasin de fourrure, rue de Charonne, en face du palais de la femme, de l'armée du salut. Et là, je devais m'asseoir sur le tabouret, mais bon, j'ai pleuré parce qu'on m'avait dit que c'est parce que papa pouvait partir à la guerre, c'était engagé volontaire en cas de guerre, en 1939. Donc, il avait été se faire enregistrer, c'est ça, cette photo. Et alors, donc, je devais monter, mais j'étais tellement fâchée quand on m'a dit ça que je pleurais. Donc, c'est ma sœur qui est montée sur la chaise. Donc, en 40, il a été engagé, pas engagé, il a été appelé pour se battre. Et donc, j'ai le calot militaire de papa, quelque part ici. Ici, j'ai le calot militaire de papa. Mais enfin, je ne pense pas que ce soit nécessaire de montrer un calot. Mais voilà, ça c'est le calot militaire de mon papa, avec son numéro CLF, je ne sais pas ce que ça veut dire, 46-4. Papa est rentré à l'armistice, et puis ça marchait très bien, le commerce marchait très bien, nous avions une très bonne clientèle. Papa parlait assez bien le français, en roulant les airs, et il était très pointilleux sur le français. Je me souviens que je disais chocolat, il me faisait répéter 3 fois de suite pour que je dise chocolat, vous voyez, des choses comme ça. Il était très, très pointilleux sur le français. Et donc, après est arrivé l'accord avec les Allemands.
Donc papa, c'était un ancien combattant, automatiquement. D'abord, papa a été arrêté le 20 août 1941 avec 4100 et quelques hommes juifs entre 6h et 8h du matin. Et ils ont été envoyés par des autobus et par la police française. Il a été arrêté par 4 policiers français qui m'ont donné un souvenir que je n'oublierai jamais. Ils ont monté l'escalier, papa est en chemise de nuit, il est descendu, puis il le suivait comme un chien. Et heureusement, j'avais un petit chien qui en a mordu un sur ses bottes, mais il a reçu un coup de pied dans le ventre, naturellement. Et moi et ma sœur, on était cachés derrière les rideaux de la chambre. Et papa devait s'habiller en vitesse. Allez, habillez-vous, prenez une petite valise et vous nous suivez. Alors papa, il dit, mais vous savez, je suis un ancien combattant, je suis commerçant depuis 5 ans, tout le monde me connaît, je paye mes impôts, pourquoi vous m'arrêtez? C'est une erreur. Mais non. Ils ont dit, t'es juif, ça suffit. Et là, ils l'ont emmené dans une traction avec le dentiste du 97, le docteur aussi, notre dentiste, sont partis avec lui, donc il n'y a pas de distinction sur les gens. Et ils nous ont emmenés en autobus à Drancy. C'est un camp dans la banlieue parisienne qu'ils ont inauguré pour papa. Et il n'y avait pas de toilette, il n'y avait pas de cloison. Et donc, il vivait à peu près 40 personnes par terre, là. On ne pouvait rien envoyer au départ. Au camp de Drancy, antichambre de la mort, banlieue de Paris, hommage à papa qui l'inaugura. Par un jour pluvieux, un couple de vieux d'un pas incertain monte dans le train. Derrière les carreaux, sans se dire un mot, nous voyons passer plein de gens pressés. Triste paysage que ce pèlerinage. La peur de sourire et m'en repentir, je ferme les yeux, sans penser à Dieu ni à tous les diables de l'irréparable. La maudite guerre. Je revois mon père à ses 37 ans, toute sa vie devant. Un idéaliste à l'âge de mon fils, mais inséparable. Ce passé m'accable. « Ça y est, c'est Drancy !» s'écrie mon mari. Nous descendons vite. On se précipite à travers les gens en leur demandant où se trouve le camp. Ils n'ont pas le temps, ne le connaissent pas, quelque part par là. En suivant le plan, nous voilà devant. Monument aux morts, misérable sort, pénible silence. Doucement j'avance vers les bâtiments d'allants et venants. C'est déconcertant, tellement contrastant. Les cages à lapins sentent plus le purin du fond des latrines, là où la famine, la saleté, la peur crachaient la douleur. Là, je m'imagine les pauvres victimes face au mirador perché aux deux bords que le temps efface. Une femme passe, une autre s'en vient promenant son chien comme si rien n'était. Tout semble parfait. Et pourtant, ils savent que sous leur passage, des milliers de gens, d'adultes et d'enfants, au destin tragique, parqués dans ce site, souffrir le martyre. J'entends quelqu'un dire « Des Israélites, encore des visites !» Au son de leur voix, je tremble d'effroi. Dans cette grisaille, mon pied sur le rail de la trahison, je vois le fourgon à bestiaux menés au bourreau. Mais c'était des hommes. On faisait tout comme, entassés dedans, on en chargeait 100. L'entrée du tunnel au gouffre mortel, ceux qui l'ont creusé n'ont pu s'évader. Dans ce lieu maudit gravé de mépris, mon père demeura presque 4 mois. Je ne vois que lui surgir de l'oubli. Mon pauvre papa, tu survivais là, tu marchais ici, mendiant la merci d'un morceau de pain, tant tu avais faim. Pire qu'une prison, pour seule raison d'être juif, c'est tout, ça justifiait tout. Tu sortis d'ici une nuit sans bruit, le cœur lourd de peine, marqué pour Compiègne. Dans la souricière inhospitalière, de décembre à mars avec tes comparses, rompés par la haine, on vous mit des chaînes comme à des bagnards, sous les yeux hagards d'une population sans indignation. Traînant vers la gare pour le grand départ, les coups des barbares sans aucun égard à ton corps blessé frappaient sans compter. Coincé dans le train, n'y voyant plus rien, sans air ni lumière, durant ce calvaire, 3 nuits et 3 jours, le monde restait sourd. Les cris de misère, même les prières de ces malheureux n'atteignaient pas Dieu. 72 heures plongées dans l'horreur,
Toi, tu espérais qu'au prochain arrêt, tu travaillerais. Ce n'était pas vrai. Tu n'étais qu'un juif livré à Auschwitz, les crématoires prêts. Mais tu résistais durant près d'1 mois au chemin de croix. Dans ton désarroi, pensais-tu à moi? Au déshabillage pour la chambre à gaz, à bout de courage, ton dernier message survolant la voie, gardais-tu la foi? Moi, je l'ai perdu sitôt que j'ai su que tu étais mort. Même quand je dors, je te cherche encore. C'est toi que j'implore, mon papa chéri qui n'a pas vieilli. Car la vieille, c'est moi, retraçant tes pas, serrant dans mes bras cette image de toi qui a disparu, m'embrouillant la vue. Allez, on s'en va, c'est assez comme ça, supplie mon mari trempé, lui aussi. Oh, mon désespoir, la douce mémoire du père que j'aimais me hante à jamais. En ce soir pluvieux, le couple de vieux se retrouve enfin montant dans le train en gare de Drancy, direction Paris, via le Canada, retournant chez moi. Tous furent internés dans ce camp de Drancy à son ouverture où tout manquait, cloisons et toilettes. Papa y survécut jusqu'à la nuit du 12 décembre 1941, durant laquelle il en fut transféré au camp des prisonniers politiques juifs de Compiègne. D'où le 27 mars 1942, papa fit partie du premier convoi de 1100 hommes juifs de France pour Auschwitz, où le 19 avril 1942, il a été exterminé. Voilà ce que je voulais dire. Après ça, ce qui s'est passé, Compiègne et Auschwitz, vous, pendant ce temps-là, comme petite fille, qu'est-ce que vous saviez et qu'est-ce que vous ne saviez pas? Alors d'abord, je ne savais pas que j'étais juive et je ne savais pas ce que ça voulait dire. Ah, mes parents ne pratiquaient pas. Papa, tout ce qui l'intéressait, c'était la justice. Oui. Et c'est pour ça qu'il a choisi la France. Donc, pour moi, le moment le pire, ça a été quand on a été obligé de porter l'étoile. Or, moi, j'avais à peine 6 ans, je n'étais pas obligée de la porter. Mais ma sœur, qui avait 8 ans, était obligée. Et maman, elle a dit, bon, parce qu'elle dit, si elle ne la porte pas, j'en veux pas non plus. Alors, maman, elle a dit, ben, vous allez les porter toutes les deux. On nous a donné chacun 6 étoiles. Et sur chaque vêtement qu'on avait à l'extérieur, on était obligé de la porter. Et nous étions obligés de porter cette étoile jaune pipi qui chassait tous mes amis. Hein? Parce que les gens qui me parlaient avant, qui me disaient, parce que 2 mois avant l'étoile, à l'école, j'étais à la maternelle et j'avais eu la médaille de mérite. C'était comme une médaille militaire avec un beau ruban rouge. Et comme les gens me connaissaient, puisqu'on était commerçants, quand je revenais de l'école, eh bien les gens me disaient, bonjour Marguerite, ben dis donc, t'en as une belle étoile, hein? T'en as une belle médaille, t'as dû bien travailler à l'école. Et là, les gens me parlaient, j'étais fière. Mais quand on m'a mis l'étoile, c'était la honte. Cette étoile me couvrait de la tête aux pieds. Tout ce que l'on voyait, c'était l'étoile. Et il y a des gens qui crachaient. Les gens qui me connaissaient, je vais vous montrer la différence d'attitude. Les gens qui nous connaissaient ne nous parlaient plus. On était la peste, on était moins que des chiens. Et donc, comme petite fille, vous avez porté l'étoile, vous avez vu les gens vous fuir à ce moment-là. Oui, m'éviter. Oui. Ceux qui me connaissaient bien, qui m'aimaient bien, fuyaient. Oui. Alors, il y a même, on a été cachés chez les clients aussi, pour commencer. D'accord. Donc, au début, vous n'étiez pas cachés, puis après ça, vous avez été cachés. Il a fallu se cacher. Quand ils ont commencé à ramasser maman, ils sont venus chercher maman aussi, de la même chose que papa. Mais heureusement, maman, elle avait une amie à la préfecture de police. Et cette amie a réussi à faire sortir maman. On est resté une journée entière qu'elle nous a enfermés dans la maison à se disputer où on se cache si on frappe à la porte. Ah oui. Où on se cache. Et on a vu, pendant qu'on regardait à travers les volets, on a vu un camion qui venait, qui ramassait tout le monde, et la femme et enfants. Et c'est là qu'il y a eu la rafle du Veldiv. Donc, on a dormi d'abord, Madame Graziani nous a mises dans un couvent toutes les deux en disant qu'on était des orphelines. Madame Graziani. C'était l'amie de maman qui l'a fait libérer. J'étais pas capable parce qu'après ça, j'ai fait 3 couvents, j'ai fait 3 fermes. Et donc, les couvents, c'était très froid, c'était noir. Et il fallait dire mon père, ma sœur. C'était pas mon père, c'était ma sœur. Il y avait des crucifix partout. Je me suis vue parce qu'il y a une sœur qui m'a dit, si tu pries de toute ton âme, ton papa reviendra.
J'ai prié à tous les crucifix de toute mon âme, mais il n'est pas revenu. Et j'ai compris après que les Allemands, ils priaient au même Dieu que moi. Et ça n'avait servi à rien. Et c'est comme ça que j'ai perdu la foi. Je ne peux pas prier dans aucune religion que ce soit. Je ne crois plus. C'est comme le Père Noël, je n'y crois plus non plus. D'abord, je dois vous dire que quand on était dans le premier couvent, c'était très froid, c'était très noir. Madame Graziani est venue nous voir au bout de 15 jours, avec des gâteaux, avec du chocolat. Elle est restée une dizaine de minutes avec nous. Puis après, alors moi je ne savais pas ce que ça voulait dire que d'être juive. Mais ce que je savais, c'est qu'il ne fallait pas le dire. Alors là, j'avais 6 ans passés. Et quand Madame Graziani partait, je lui ai dit, si tu ne m'enlèves pas d'ici, je dis que je suis... Elle m'a fichu la main dans la bouche, elle m'a dit, jamais tu prononceras ce mot. Jamais. Okay. Mais je ne savais pas que je mettais les gens en danger, mais je voulais sortir d'ici. Donc je suis sortie une semaine après. Et de là, on a traversé la ligne de démarcation avec une personne de l'OSE, c'est une organisation juive qui s'occupait des enfants, parce qu'il fallait placer, il fallait cacher les enfants. Et alors donc, il y a une dame qui nous a accompagnés dans le train, et on n'avait pas le droit de parler. Et on a été à Lyon, puisque c'était la zone libre à l'époque. Et là, à Lyon, ma tante nous a donné mon cousin, qui avait 2 ans moins que moi, et elle nous a placés dans une ferme. Donc là, les gens n'ont pas voulu nous garder. Donc là, ils ont fait encore appel à cette association qui s'appelle Organisation pour sauver les enfants, l'OSE. Et là, ils nous ont sortis et ils nous ont emmenés à Grenoble, à Notre-Dame, dans le grand couvent de Notre-Dame de Sion. Et là, on a passé quelques temps. Je ne peux pas savoir combien de temps. J'ai écrit à Notre-Dame de Sion. Ils m'ont dit que pour notre protection, ils détruisaient nos documents. C'est comme ça que beaucoup d'enfants n'ont jamais été récupérés quand les parents sont partis. Hein. Oui, c'est ça. Vous étiez cachés dans des fermes et des couvents. Pendant 3 ans. Pendant 3 ans, c'est ça. Sans nouvelles de maman. Oui, c'est ça. Et sans nouvelles de papa. Donc, vous ne saviez pas à ce moment-là ce qui était arrivé à votre père? Quand maman est décédée en 96, j'ai été pour l'enterrement, naturellement. Et alors, il y avait des papiers partout. Elle déchirait tous ces papiers. Mais j'ai trouvé une petite enveloppe que j'ai prise à tout hasard. Et je n'osais pas l'ouvrir. Et un beau jour, quand je suis allée au Nouveau-Brunswick, j'ai dit, pourquoi je ne l'ouvre pas? Je l'ai ouvert, mais c'était tout en caractère yiddish, vous voyez. C'est le yiddish lituanien qui est différent du polonais. Et je ne pouvais pas le lire, mais d'un seul coup, quand je l'ai bien regardé, j'ai vu qu'il y avait écrit 4-12-43. Mais j'ai dit, c'était le jour de mes 7 ans. Et j'en voulais terriblement à maman. Tout ce temps, je disais, pourquoi elle ne donnait pas de signe de vie? Et papa aussi. Je ne savais pas que papa était déjà mort. Mais maman, elle avait dit, je viendrai vous chercher, c'était promis. Et alors là, j'ai demandé, est-ce qu'il y a quelqu'un qui pourrait me traduire? Donc, ça a été traduit en anglais, et moi, je l'ai traduit de l'anglais au français. Ma traduction d'une page écrite par maman dans son journal intime lorsqu'elle était à Lyon dans la Résistance, cachée sous un faux nom entre 42 et 44. Je l'ai trouvée chiffonnée avec une dizaine d'autres dans une vieille enveloppe après sa mort en 96 à Paris. Ce n'est que récemment que j'en ai remarqué la date, juste avant de partir au Nouveau-Brunswick. Je vais vous le lire, c'est très court. 4 décembre 43, l'anniversaire de bébé. Bébé, c'était moi. Son 7e, seul, sans papa, sans maman. J'écris aujourd'hui pour te rappeler que moi aussi je suis cachée quelque part dans ce monde, dans une maison seule, sans un ami, assise sur ce plancher froid, me souvenant que je suis une maman et que quelque part mes 2 hirondelles sont isolées, sans papa et sans maman. Mon cœur me dit, ton enfant est en train de pleurer. Elle veut un bon mot de son cher papa, un bon mot de sa maman. Tous deux, nous devrions te caresser en te disant, aujourd'hui tu as 7 ans. Si j'avais des ailes, je volerais vers elle. Maintenant, mes mains et mes pieds sont liés. Je ne peux pas aider mon enfant. Mon cœur se fend de peine et de douleur. Rien ne m'aide.
Avant, j'étais comme les autres, j'avais un mari. Aujourd'hui, nos dirigeants le tourmentent. Avant, j'étais comme... Oui, je sais, j'étais chanceuse d'avoir eu une famille avec lui, chanceuse d'être ensemble. Ils m'ont pris, mon mari, l'ont arraché de moi, mon mari, le traînant où? Dieu, où? Et moi, j'ai moi-même éloigné mes 2 jeunes enfants de moi, de mes propres mains. Fini, la page était déchirée. Ah oui. C'est dur. Et ça, Heureusement, vous vous l'avez n'avez pas dû... Vous l'avez découvert en 96. Non, l'enveloppe. Oui. Mais ça, c'est il y a 4 ans seulement que que ça a été traduit au Nouveau-Brunswick. Ils ont fait un appel. Ça fait que 4 ans que vous avez connaissance Et de que je cette le lis lettre. aux enfants. Parce que je leur dis des fois, vous savez, on se révolte contre ses parents parce qu'ils n'ont pas tenu leurs promesses ou bien qu'ils font autre chose. Et moi, j'en ai voulu à maman jusqu'à cette lettre. Je vais revenir à votre mère. Là. Votre mère, vous l'avez retrouvée. Et à quel moment avez-vous su, en ce qui concerne votre père? Alors là, on a été d'abord à Paris. Avec votre mère? Avec maman. Et on a été chercher notre maison. Alors là, il y avait les scellés, une barre de fer sur la porte. À côté, il y avait l'atelier où en haut on habitait. Donc, le propriétaire demandait 3 ans de loyer. Alors que vous aviez pas On été n'avait là. pas payé pendant 3 ans. Hein? Mm-hmm. On n'avait pas un sou. Alors, il a dit, je ne peux pas l'ouvrir. Quand vous aurez l'argent, j'ouvrirai. Alors, on est revenu avec mon oncle en le faisant passer pour quelqu'un de la résistance. Et mon oncle, et c'était quand même un lâche, le propriétaire. Hein? Et donc, quand on est revenu avec mon oncle, il a dit, si vous n'ouvrez pas, faites pas ouvrir cette porte, on va revenir. Si la porte n'est pas ouverte, je vous dénonce. Le maréchal Pétain a été jugé, vous serez jugé aussi. Okay. Et il a paniqué, il a fait ouvrir la porte. Mais quand on est rentré, il n'y avait plus rien. Même le placard où j'avais caché mes poupées, la porte était arrachée. Le plancher, il y avait des planches qui étaient arrachées. Parce que les Juifs, ils ont caché leur fortune. Quand on a été dormir chez ma tante, il n'y avait pas de place. Il y avait en plus la belle-mère qui dormait là. Donc on a dormi avec mes petits cousins. Et il fallait chercher où nous mettre. Alors on nous a remises dans un couvent à côté de Paris. Et là, ma sœur a attrapé la coqueluche. Et moi, je l'attrapais, mais elle, c'était grave. Il a fallu qu'elle aille à l'hôpital. Alors, on nous a enlevés de là. Et puis après, il y a un orphelinat juif qui s'est ouvert dans la banlieue de Paris. Et on nous a mis 1 an dans un orphelinat juif. Autant vous dire que c'était différent, mais comme c'était plutôt de gauche, c'était beaucoup de résistants, eh bien, on n'avait pas le droit de prononcer le nom de maman et papa, parce que c'était que des orphelins. Et donc, on a passé 1 an là-bas. Et c'est avant de partir dans le couvent, après qu'on était chez ma tante, c'est là que maman m'a montré le certificat. Elle dit, vous pouvez pas, papa, il est mort. Vous voyez, son certificat de décès, il est mort. Et j'ai dit à maman, il est aussi faux que nos certificats de baptême. Quand elle vous le dit, vous aviez quel âge? Là, j'avais 8 ans et demi. 8 ans et demi. Et c'est là que j'ai dit, mais c'est pareil que les certificats de baptême, c'est pas des vrais. Parce que papa, il parle le russe, il va se sauver. Il a promis qu'il reviendrait. Mais vous avez fini par le croire que c'était vrai. Ça a pris beaucoup de temps. D'accord. Et merci beaucoup pour ce témoignage. C'est un témoignage de première main, un témoignage précieux. Il n'y a pas beaucoup de Longueuillois et de Longueuilloises qui ont vécu ce que vous avez vécu. Je ne crois pas. Et qui peuvent en témoigner. C'est très, très précieux. Et merci, Marguerite. Merci c'est moi qui vous remercie, parce que je pense que c'est un devoir de parler. C'est devenu mon devoir.